Cyrulnik. Alors si vous le voulez bien, je voudrais qu'on commence cette émission avec vous. Sauve-toi, la vie t'appelle, sort aux éditions Odile Jacob. Je disais c'était une autobiographie, mais avant de rentrer dans ces mémoires, de les feuilleter avec vous et de s'intéresser à la mémoire, je voudrais qu'on s'arrête quelques secondes sur ce que vous êtes devenu, vous. Un psy pas comme les autres, nous avons voulu savoir pourquoi et comment. Réponse de 3 lecteurs qui, vous allez le voir, connaissent très bien votre travail et qu'a rencontré Inès de la Motte Saint-Pierre. C'est pas le psy enfermé dans son laboratoire ou son cabinet, c'est quelqu'un qui est constamment allé confronter ses idées à la réalité du terrain. Il pense, lui, qu'on peut mettre des mots sur la souffrance, ses propres mots, et que ça suffit à repartir. Il s'intéresse à tout. À la psychiatrie, évidemment, c'est sa formation. Il est neuropsychiatre. À la psychanalyse, il a fait une analyse et il a été psychanalyste. Il s'est spécialisé dans l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement des animaux. Il a commencé à étudier comment notre attachement dans les premières années de notre vie se construisait sur un modèle finalement très similaire à celui du dauphin, du chien, du chat, du singe. Ça va beaucoup changer la vision qu'on a en France de l'enfance, puisque on quitte un peu le modèle tout psychanalyse pour arriver à un modèle nous sommes aussi des animaux. Ce qui l'a rendu plus que célèbre, ce qui l'a rendu populaire, c'est le concept de la résilience. C'est-à-dire cette capacité que nous aurions tous à pouvoir surmonter un traumatisme reçu dans l'enfance. Tout le monde s'est posé et se pose tous les jours la question: comment est-ce qu'on se relève? Comment on guérit un traumatisme? Et il apporte une réponse à ça. Les psychanalystes n'aiment pas beaucoup ce que dit Boris Cyrulnik, parce qu'il nie l'importance de leur travail, il nie l'idée que parfois le traumatisme est tel qu'il ne peut pas être exprimé en mots. Le message que Boris Cyrulnik fait passer à la société, et c'est pour ça que ça passionne les gens, c'est: on peut réparer l'être humain. Il n'y a pas d'irrémédiable, il n'y a pas de fatalité du malheur. On peut réparer, mais comment et puis à quel prix? Sauve-toi, la vie t'appelle. Le livre sort aujourd'hui en librairie aux éditions Odile Jacob. Livre dans lequel Boris Cyrulnik, finalement, vous convoquez l'histoire, bon, la vôtre, la littérature, on va le voir, avec Rabelais, ça fait plaisir, évidemment, quand la fiction vient au secours de la psy, la psychologie, et puis la neurobiologie, avec ses toutes dernières avancées. Là aussi, vous en avez mis beaucoup de temps à l'écrire, ce livre, sur vous et votre histoire. Qu'est-ce qui rendait, Boris Cyrulnik, l'exercice autobiographique si difficile, si lent? C'est vous, en grande partie. Vous, c'est-à-dire l'entourage, la culture, l'école, le quartier, qui rendait impossible de parler simplement. D'ailleurs, on ne peut pas parler simplement de ces choses. Pendant la guerre, il fallait se taire, sinon je serais mort. Et après la guerre, c'était pratiquement impossible à dire. Ça a été dit, c'était impossible à entendre. Donc il fallait agir sur la culture, sur les romanciers, sur les cinéastes, sur les gens de parole, de façon à modifier la culture, de façon, comme dit Rabelais, à dégeler l'atmosphère pour que les paroles, enfin, puissent se dire. Donc ça veut dire que c'est le contexte et la culture qui parfois façonnent aussi notre capacité à nous en sortir ou pas. Voilà, énormément. Bien plus le contexte qu'au début, quand on travaillait sur la résilience, on nous disait, les Américains disaient c'est un catalogue de qualité. Alors on les a invités et on leur a dit ça ne peut pas être ça. Et ils ont changé, le soir même, ils ont changé leur théorie et ils ont dit comme nous, c'est un processus constamment en échange avec les autres. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que vous ne pouviez pas dire, ce que nous ne pouvions pas entendre à l'époque, c'est votre enfance et vous l'écrivez. Je suis né 2 fois. Ah, ça veut dire quoi 2 fois? Juillet 37 et janvier 44. Explication. Juillet 37, j'ai été mis au monde. Mais en fait, j'étais pas là. Je ne me rappelle pas, j'ai pas de souvenir. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de traces de mémoire, mais j'ai pas de souvenir de ça. En revanche, mon histoire a commencé le 10 janvier 44, quand, à l'âge de 6 ans et demi, j'ai été arrêté par des Français, avec des lunettes noires, une torche dans une main, un revolver dans l'autre, et je me suis dit que je devais être très important pour être arrêté par des hommes aussi armés. Ça, c'est donc la deuxième naissance, 10 janvier 1944, vous avez donc 6 ans et demi. Vous écrivez, page 14, là aussi c'est surprenant, violent pour le lecteur, le décès de mes parents.
n'a pas été un événement pour moi. Ils étaient là, et puis, ils n'ont plus été là. C'est ça. J'étais trop petit pour avoir la représentation du temps qui permet de comprendre la mort. C'est-à-dire qu'il faut être vieux pour comprendre la mort. Il faut avoir 7, 8 ou 9 ans. Avant, on vit dans l'instant, on vit dans le contexte. Mes parents étaient là, et puis ils n'étaient plus là. Donc ils n'étaient pas morts, ils étaient disparus. Ils étaient ailleurs, peut-être allaient-ils revenir. Ils n'étaient pas morts, donc je n'avais pas de travail de deuil à faire. Mais j'étais dans un monde vide, mais qui par bonheur a été rapidement rempli. Ouais, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'émotion à cet âge-là, entre 2 et 6 ans? Il y a une émotion de manque. Il y a l'inquiétude du manque, mais il n'y a pas la représentation de la perte. Il y a l'inquiétude du manque, je suis seul, où est-ce qu'ils sont, maman, papa, où est-ce qu'ils sont? C'est l'inquiétude du manque. C'est le vide relationnel, mais ce n'est pas la représentation de la mort. Alors les choses basculent, le 10 janvier 1944, c'est donc votre deuxième naissance, en tout cas c'est comme ça que vous la racontez. Vous êtes vous-même arrêté, vous nous avez dit dans quelles conditions, mais vous vous évadez. J'aimerais que vous nous racontiez le souvenir qui fut pendant plusieurs décennies, le vôtre, de cette évasion. Alors, quand on est arrivé à la synagogue de Bordeaux, il y avait, comme dans les mauvais films, un officier qui orientait vers une table ou vers l'autre. Et on savait, j'entendais dire autour de moi qu'une table condamnait à mort, mais on ne savait pas laquelle. Donc, j'entendais dire des tas de choses et j'ai vite compris qu'il ne fallait pas se laisser prendre par le groupe. Et j'ai repéré les jeunes, parce que tout simplement les jeunes avaient la tête en l'air et ils cherchaient les issues, les fenêtres pour s'évader. Et je me suis dit, je dois les suivre. Et j'ai fait plusieurs tentatives naïves qui n'ont pas marché. Et puis la dernière a marché, c'est-à-dire que je suis retourné dans les toilettes, j'ai grimpé sur la partie postérieure. Il y avait un Z, vous savez, dans les planches, dans les portes, il y a souvent des Z. Et les Z, ouais. Et j'ai grimpé sur le Z, je me suis blotti sous le plafond, j'étais étonné de tenir sans difficulté, vous savez, comme les alpinistes, le dos d'un côté, les pieds de l'autre. Je tenais bien. J'ai attendu le silence. Quand le silence est arrivé, je me suis laissé tomber. Et je me suis retrouvé dehors, dans la rue. Et à ce moment-là, une infirmière que j'avais repérée pour saboter les boîtes de lait condensé sucré. Les deux me plaisaient beaucoup. Oui, c'est une bonne excuse, c'est excellent. C'est une très bonne raison pour la repérer. Et je la vois en bas. J'ai cru longtemps que c'était une ambulance. Elle m'a fait signe. J'ai couru les marches, j'ai traversé en courant, j'ai plongé sous un matelas sur lequel une dame était en train de mourir et la camionnette, l'ambulance, a démarré. Ça, Boris Cyrulnik, c'est ce dont vous vous souvenez. C'est ce que vous avez écrit dans un petit livre formidable, pour lequel d'ailleurs vous étiez sur ce plateau il y a maintenant 2 ans. Oui. Sauf qu'entre-temps, vous avez fait une enquête. Et puis vous avez regardé ce qui se passait du côté des images de la neurobiologie, et tout est faux. Enfin, tout est faux. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Racontez. Voilà, non, c'est pas faux. Ça s'est c'est pas faux. Ça s'est pas passé comme ça. Bah donc c'est faux. Non, non. Alors on est au cœur du sujet, et on est au cœur du sujet qui préoccupe aussi les romancières. Voilà, exactement. C'est que, en fait, la neurologie nous apprend que les circuits neurologiques de la mémoire sont exactement les mêmes que les circuits neurologiques de l'imagination. C'est-à-dire que quand on va dans son passé se représenter son histoire, on fait un acte d'imagination. Donc ça veut dire par exemple que, effectivement, lorsque vous découvrez que cette infirmière, que par des hasards incroyables qui sont racontés dans le livre, qui survit, que vous retrouvez il y a quelques années, quand vous lui dites effectivement, j'ai le souvenir de vous, vous étiez tellement belle, blonde, elle vous montre une photo d'elle à l'époque, et elle est brune, avec les cheveux noirs comme un corbeau. Tout à fait, ouais. Oui, je ne vous demande pas pourquoi vous aimez les femmes blondes. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi vous avez voulu avoir cette représentation de votre histoire. Alors, parce que j'essaye d'être scientifique, j'ai réussi à le faire croire de temps en temps. Donc, quand quelque chose est donné, il n'y a pas de conclusion dans un travail scientifique. Chaque travail scientifique est une question pour un autre travail scientifique. Donc, quand je me suis fait mon récit dont je me souviens, je me suis dit, mais est-ce que ce récit correspond à ce qui s'est passé dans la réalité? Et à ce moment-là, j'ai fait une enquête sur ce qui est dans ma mémoire, et c'est pas toujours ce qui est dans ma mémoire. Ce qui est dans la réalité ne correspond pas toujours. Alors ça, c'est troublant, passionnant, le vrai, le faux, les souvenirs, puisque votre livre, qui n'est pas seulement une autobiographie, on l'aura compris, c'est aussi peut-être même
les mémoires de la mémoire depuis 50 ans. Hein. Puisqu'il est question de la fiabilité de la mémoire, je vais vous poser, si vous voulez bien, très vite, quelques questions sur la mémoire, très simple. Première question, la mémoire ment-elle? Alors, elle ment vrai. C'est-à-dire que... Elle ment ou elle ment pas? Non, 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 non. Non, mais attendez, on s'en est déjà sorti, Aragon, le mentir vrai, etc. Elle Non, ment, vous elle allez ment voir. ou pas? Non, non, vous allez voir. On choisit des morceaux de vérité qui correspondent au réel. Et ces morceaux de vérité, on les agence pour en faire une chimère. Dans une chimère, tout est vrai. Les ailes sont d'un taureau, le ventre est d'un lion, les pattes sont d'un aigle, et pourtant tout est vrai, et pourtant l'animal est imaginaire. Ouais. Et maintenant, on a l'explication neurologique de la chimère. Ah bon? Et oui, puisque c'est l'imagination ou la représentation de son passé, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous appelez faire une représentation partageable du passé? C'est votre expression. Quand on a une aventure, quand on est chassé de la société, quand on est chassé de l'humanité, comme je l'ai été, on n'arrête pas de se raconter son histoire dans son intimité. On ne peut pas la partager. C'est-à-dire qu'on se sent monstre, je ne peux pas vous dire ce à quoi je pense tout le temps. C'est une représentation d'images et de mots, comme au théâtre, comme dans un film, et quand enfin la culture accepte d'entendre les paroles, la représentation devient partagée, et là je ne suis plus un monstre. Alors il y a une autre leçon très importante que vous tirez de cette expérience de la guerre, que l'on retrouve beaucoup, notamment chez vous, Nathalie Reims, un peu aussi chez Félicité Herzog, c'est l'idée du silence et de la liberté. Finalement, vous dites, pour être libre, il suffit de se taire et d'agir sans expliquer. L'absence de mots, l'absence de verbalisation, c'est donc le gage de la liberté. Oui, dans un contexte qui vous empêche de parler, dans un contexte où on est coupé en deux, une partie partageable, une partie cryptique absolument pas partageable, se taire, c'est la liberté. Puisque après la guerre, quand je racontais ce qui m'est arrivé, les gens éclataient de rire. Où va-t-il chercher tout ça? Les gens me posaient des questions d'une gourmandise obscène. Est-ce que les pédophiles t'ont attaqué? Est-ce que tu as souffert? Ou alors les gens me taquinaient ou ne me croyaient pas et me donnaient des sous pour aller acheter des bonbons parce que je racontais de belles histoires. Se taire, c'est la liberté. Se taire, les adultes ne peuvent pas comprendre, autant se taire. Alors se taire, c'est la liberté, mais à un prix élevé. Est-ce que ce n'est pas aussi se taire longtemps, le déni? Oui, exactement. C'est le déni. Le déni, c'est la définition du déni. C'est-à-dire, je l'ai en mémoire, j'y pense tout le temps, mais je m'arrange pour contrôler l'émotion associée à l'image, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Ouais. Donc je ne partage pas ça, je vais rester seul, je me protège grâce au déni, mais en me protégeant, je m'ampute d'une partie de ma personnalité. Mais alors, si on vous suit bien, le déni finalement est protecteur. Pourquoi faudrait-il en sortir? Pourquoi faut-il sortir du déni puisqu'il nous protège? Eh bien, c'est la question pour une jambe cassée. Quand on se casse la jambe, il faut mettre un plâtre, sinon on ne guérit pas, sinon on aggrave la fracture quand on parle trop tôt. Donc il faut mettre un plâtre, mais on ne peut pas passer sa vie avec un plâtre. Il y a bien un moment où il faut l'enlever. Pas mal. Vous dites que ce sont les mots, et plus exactement l'aptitude à verbaliser, qui vous ont sorti à la fois du déni, mais qui vous ont permis également d'arriver vers ce qu'aujourd'hui on appelle, pour faire court, la résilience. Comment l'apprend-on, l'aptitude à verbaliser? On est au cœur du sujet, au cœur des émissions littéraires. Il faut rêver. Il faut surtout imaginer des scènes folles, parce que le réel est plus fou que ce qu'on peut imaginer. Oui, les romanciers sont d'une très grande platitude comparée à la folie du réel. Donc il faut s'entraîner, rêver et chercher la beauté des formules de façon à se dire un jour je leur dirai, un jour je leur raconterai, mais comme ils ne peuvent pas comprendre, il faut que je m'entraîne à trouver des belles phrases qui leur feront comprendre. La fin du livre, Boris Cyrulnik, évoque le choix, la haine, la vengeance, le pardon, la compréhension, ça vous en parlez très bien. Question simple, pour s'en sortir, il vaut mieux pardonner ou comprendre? Alors, le pardon, les religieux parlent beaucoup du pardon. Les Américains font des cérémonies du pardon. Quand on a essayé de faire ça en France, les Français ont été horripilés par se mettre à genoux pour demander à son père « Papa, demande-moi pardon ». Peut-être aux États-Unis ça se fait, mais en France c'est insupportable. Alors je pense que la seule bonne stratégie, c'est comprendre et partager. Alors à ce moment-là, j'ai compris, j'ai fait une représentation, on est d'accord, on partage, on va élaborer ça ensemble,
Je suis plus seul au monde et vous non plus. Il y a des choses très fortes sur votre parcours, sur votre père que vous avez très peu connu. Il part, vous avez 2 ans. Votre mère qui va, pour vous sauver, vous placer la veille de son arrestation en 1942 à l'orphelinat, à l'assistance publique, dans l'espoir de vous sauver. Très curieusement, vous enquêtez sur tout le monde. Vous enquêtez sur l'institutrice, sur les justes qui vous cachent. Vous essayez de retrouver tout le monde. Mais vous ne voulez pas, écrivez-vous, savoir à quelle date et pourquoi vos parents, votre père et votre mère, ont agi ainsi. Pour quelle raison? Parce que la blessure n'est pas complètement cicatrisée et que je pense qu'aujourd'hui encore, je ne supporterai pas d'imaginer son désespoir quand elle est rentrée seule chez elle, sans homme, sans enfant, sans meubles, et convaincue, et sachant qu'elle allait être arrêtée le lendemain. Donc je n'ai pas envie de réfléchir à ça, mais quand vous m'inviterez dans 50 ans, j'en parlerai. Est-ce que dans 50 ans, Boris Cyrulnik, vous aurez cherché à retrouver, puisque vous savez qui c'est, le petit garçon, l'adolescent qui vous a dénoncé et que vous avez croisé le 10 janvier 1944 et qui s'est enfui, signant ainsi sa délation? Alors, étonnamment, j'y ai jamais pensé. Effectivement, si j'y avais pensé, j'aurais pu le retrouver sans difficulté, puisque c'était un scout, je connais sa famille, et j'aurais très bien pu aller le chercher. J'ai failli dire le dénoncer. Vous avez failli dire le dénoncer, oui. Et je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit parce que ça m'aurait gêné d'être moi aussi un dénonciateur. Donc lui, il m'a dénoncé, et probablement il en a dénoncé d'autres. On a retrouvé le barème du prix des dénonciations. C'était 300 € pour quelqu'un d'important, 50 € pour un enfant. Donc probablement il a gagné un peu de sous comme ça. Je ne veux pas être comme ça, donc moi je ne l'ai pas dénoncé, je ne vais pas chercher à le retrouver. Comprendre, dit-il. Boris Cyrulnik, Sauve-toi, la vie t'appelle, aux éditions d'Île Jacob. Le livre sort aujourd'hui. Formidable récit de soi. Et puis, manière passionnante d'entrelacer, justement, la littérature, l'histoire et les progrès de la science pour arriver à une sagesse.